Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour! Dans l'épisode de cette semaine, je vais finalement te donner un peu plus de background, un peu plus d'explications sur ce programme JET que je suis en train de faire et de vivre au Japon. Je t'en ai parlé rapidement dans les épisodes précédents, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer tout le processus de la candidature à la sélection et puis quelques réflexions sur l'expatriation, le fait de mettre sa vie entre parenthèses ou en pause ou de changer radicalement de vie. C'est-à-dire que j'ai toujours, mais elle est en pause. J'ai une entreprise, j'offre des services de coaching linguistique, mais pendant 1 an, c'est comme une année sabbatique où je mets tout ça entre parenthèses et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Peut-être as-tu envie de déménager ou d'étudier dans un pays francophone ou dans un autre pays où on parle une autre langue que celle que tu maîtrises parfaitement. Peut-être que tu ressens un peu d'appréhension à l'idée de faire ça. L'appréhension, c'est comme de la peur ou de l'anxiété, mais peut-être plus faible que la peur, de quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Tu anticipes quelque chose et ça crée un peu d'anxiété en toi. Donc peut-être un peu d'appréhension face à la barrière de la langue ou au choc culturel. Ou peut-être que tu ne sais même pas comment commencer, par où commencer, comment réaliser ce rêve de vivre dans un pays étranger. Prendre une année sabbatique ou changer de direction dans ta vie ou dans ta carrière, ce n'est pas une chose facile. Voici quelques points à savoir tirés de ma propre expérience. Tout d'abord, pour prendre une année sabbatique ou faire un grand changement dans ta vie, il faut prendre la décision. Avoir envie de le faire, c'est bien, mais à un moment donné, il faut s'engager. Donc, mettre en place les choses qu'il faut pour concrétiser ce désir. Et donc, c'est le point numéro 2, il faut réfléchir à un plan d'action et prioriser les actions à mener une fois qu'on a pris cette décision radicale. Le 3e point important, c'est de ne pas chercher la perfection. Tu te lances dans une nouvelle aventure, il y aura beaucoup de choses inconnues et tu ne pourras pas tout réussir du premier coup. Ça, c'est très important de ne pas te sentir mal si tu fais des erreurs ou si tu n'es pas super efficace. C'est normal, c'est intrinsèquement lié à la nouveauté. Le 4e point, c'est de travailler sur ton humilité. Quand on vient d'une culture, on a tendance à considérer certaines choses comme normales, mais c'est pas forcément normal dans une autre culture. Donc, il faut apprendre à se décentrer. Se décentrer, ça veut dire ne plus mettre nos modes de pensée ou nos habitudes au centre, mais aussi considérer la perspective des autres personnes, des cultures différentes qui nous entourent. On peut le faire aussi dans notre propre pays pour inclure plus de personnes de background ou qui viennent de cultures différentes. Et cette humilité, ça va aussi nous aider dans la communication interculturelle pour laisser la place aux idées des autres et ne pas penser qu'on a toujours raison ou qu'on sait tout sur tout. Et on veut aussi
prendre en compte le point de vue des autres et essayer des nouvelles manières de faire ou de voir les choses en essayant de comprendre pourquoi et quelles sont les intentions derrière ça. Même si on n'est pas d'accord avec tout, on n'est pas chez nous, entre guillemets. C'est une nouvelle culture, donc on doit être humble et apprendre pas à pas comment naviguer cette nouvelle culture avant peut-être d'amener quelques éléments de notre personnalité et de notre propre culture pour ouvrir les perspectives des autres. Ce qui m'amène au 5e point, qui est que idéalement, quand on va dans un nouveau pays, qu'on essaye de s'intégrer, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a nos efforts pour nous intégrer et les efforts des autres pour que les locaux essayent d'intégrer les nouveaux venus. Mais disons que ça n'arrive pas à chaque fois. Les locaux ne sont pas forcément formés à la communication interculturelle ou à l'intégration des nouvelles personnes, ou ils et elles ne sont pas à l'aise pour travailler avec des personnes d'un autre environnement culturel. Donc, idéalement, c'est un travail d'équipe, mais c'est pas toujours le cas. Et ça, comme on n'a aucun contrôle sur les autres, on peut seulement se concentrer sur nos actions à nous et composer en fonction de l'environnement. Ou bien, si ça va vraiment pas, changer d'environnement et changer d'entreprise ou changer d'équipe. Ou bien, si on n'a pas le choix, être patient ou patiente jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité pour améliorer la situation. Voilà, ça c'était une petite introduction sur comment prendre une année sabbatique ou quel est le processus à suivre pour vivre ça dans les meilleures conditions possibles. J'ai déjà eu d'autres expériences d'expatriation et de voyage à long terme dans le passé. Je vais te dire un petit mot rapide là-dessus. Mais aujourd'hui, je veux surtout te parler de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire le JET programme au Japon et peut-être rapidement d'autres options pour venir à long terme ou à moyen terme, on va dire, au Japon. Ce séjour au Japon n'est pas ma première expérience de changer radicalement de style de vie ou de partir voyager pendant plusieurs mois. J'ai fait une année universitaire en Erasmus en Irlande. C'était ma première expérience, mais dans un environnement très encadré, universitaire. Donc, c'est une expérience assez commune, on va dire. Beaucoup de jeunes vivent cette même expérience. Mais c'était ma première fois et ça m'a donné le goût de recommencer. La deuxième expérience, c'est quand j'ai tout quitté en France pour venir au Canada en 2009. Donc, j'ai pris la décision en 2008 et puis après un an de préparation, je suis arrivée au Canada en 2009 avec un visa d'1 an, mais en ayant commencé les papiers pour la résidence permanente parce que je savais que je voulais y rester plusieurs années. Le Canada était un pays qui m'attirait et dont le style de vie me paraissait agréable, donc je voulais vivre là-bas pour plusieurs années. Finalement, 14 ans après, j'y suis encore, avec quelques pauses, mais globalement, c'est mon pays d'adoption et je me sens bien là-bas. Ma base, c'est le Canada et le Québec en particulier depuis 5 ans. Il y a 5 ans, justement, en 2019, je suis ensuite partie voyager en Asie pendant 7 mois. C'était au moment où j'ai entamé ma reconversion pour enseigner les langues et je voulais tester le mode de vie de digital nomade ou de nomade numérique pour voyager et travailler en même temps. Donc j'ai choisi l'Asie pour faire ça. Thaïlande, Inde, Népal et un petit séjour en Birmanie, mais principalement Inde et Thaïlande. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, on sait tous ce qui s'est passé, donc je suis restée beaucoup en France et au Canada. Et j'ai commencé aussi à voyager en Catalogne, en Espagne, une région que j'aime beaucoup et qui, je l'avoue, fait concurrence au Canada dans mon cœur. Peut-être que je vais augmenter mes séjours en Catalogne dans le futur, on verra.
Mais bon, l'année dernière, finalement, j'ai décidé de donner une chance au Japon parce que j'apprends le japonais depuis 5 ans et demi, 6 ans à peu près. J'ai commencé en autonomie, en indépendante, très rarement avec des cours formels, donc j'ai pas un très bon niveau. Mais j'étais curieuse de découvrir la culture sur du long terme et pas seulement pour 3 semaines, 1 mois de vacances. Mais je vais revenir à ce processus-là un petit peu plus tard dans l'épisode. Ce que je voulais te dire surtout à propos de toutes ces expériences d'expatriation ou de voyage à long terme pendant plusieurs mois, c'est en quoi ça m'a aidé dans la vie, qu'est-ce que ça m'a apporté. En fait, ça m'a surtout aidé à savoir ce que je ne veux pas. Au début, les premiers, par exemple le voyage universitaire, ça m'a aidé à savoir ce que je voulais. Je voulais vivre à l'étranger et vivre dans une langue étrangère, parler une ou des langues étrangères. Mais ensuite, mon expérience du Canada, de l'Asie et tout ça, ça m'a surtout aidé à savoir ce que je ne veux pas. Par exemple, je t'ai dit que j'ai commencé à enseigner les langues pendant mon voyage en Asie. Eh bien, ce voyage m'a permis de me rendre compte que je ne voulais pas être une tutrice sur Italki et offrir un service assez bas de gamme pour du long terme. Pour quelques mois, le temps de faire ce voyage, c'était suffisant. Mais ensuite, j'ai décidé de me former, d'acquérir plus de compétences et d'offrir un service d'une plus grande qualité et de voyager dans des conditions qui me permettent d'avoir, par exemple, une chambre privée où je peux vraiment être tranquille pendant les séances avec mes clients, avec une bonne connexion Internet. Donc, ce voyage en Asie m'a permis de définir les critères que je voulais dans ma pratique professionnelle. Et donc, ensuite, j'ai mis en place un plan pour atteindre ces objectifs. Par exemple, mon voyage au Japon en ce moment m'aide à me rendre compte que c'est confirmé, je n'ai pas envie d'enseigner dans une école, dans un cadre très scolaire comme ça. Je préfère plus de flexibilité et vraiment être responsable avec les apprenants et apprenantes, co-créer vraiment le programme d'apprentissage parce que c'est vraiment beaucoup plus efficace. Donc cette parenthèse me permet de voir comment est l'enseignement à l'école et comment je peux aider les personnes qui ont suivi ce type d'enseignement à apprendre les langues en tant qu'adultes. La façon dont on enseigne l'anglais au Japon, c'est probablement très similaire à la façon dont on enseigne le français dans les autres pays. Et je comprends maintenant vraiment tout ce qui peut ne pas aller, donc tous les problèmes qui peuvent surgir pendant l'apprentissage à l'école, tout le retard qu'on peut accumuler et je vois à quel point ça peut être décourageant pour quelqu'un de vivre ce processus à l'école et de penser que vraiment on n'est pas doué pour les langues ou qu'on n'arrivera jamais à parler cette langue, de se sentir responsable de l'échec, alors qu'en fait c'est pas l'apprenant ou l'apprenante qui est responsable. En général, certains apprenants ne font pas beaucoup d'efforts non plus, mais certains font des efforts mais n'y arrivent pas. Mais c'est juste parce que le processus n'est pas adapté. Donc, vraiment, en tant qu'adulte, quand on prend conscience de ça, on peut commencer à travailler sur des nouvelles bases et puis chercher une manière d'apprendre qui nous correspond mieux. Tout ça pour dire que tous ces voyages, ces expériences à long terme, ça m'a aidé à savoir ce que je ne veux pas, à me fixer de nouveaux objectifs pour changer ce qui n'est pas satisfaisant. Donc ça peut être une raison si tu hésites à partir vivre à l'étranger. Pourquoi pas essayer de tester sur une durée assez courte, donc moyen terme, donc quelques mois, plus de 2 ou 3 mois ou 3 mois si c'est la durée du visa. Tester sur 2 ou 3 mois, voir ce qui te convient, ce qui ne te convient pas et ensuite créer un plan à long terme. Si tu veux revenir dans ce pays, si l'expérience t'a plu, eh bien, tu auras la motivation pour vraiment mettre en place
les conditions d'une expérience qui te satisfera, pour vivre l'expérience dans les meilleures conditions et te donner toutes les chances d'avoir une bonne expérience. Alors bien sûr, moi j'ai un avantage parce que je voyage seule. Si tu as une famille, c'est différent. J'ai aussi un conjoint qui reste au Canada mais qui me soutient et avec qui on a trouvé un équilibre en fonctionnant de cette façon. Mais si tu as une famille, ça peut être différent. Je me souviens quand j'avais 7 ans, on a déménagé plusieurs fois quand j'étais très jeune, entre mes 3 ans et mes 7 ans, j'ai déménagé plusieurs fois. Et à 7 ans, on a déménagé pour la dernière fois. Mes parents sont allés s'installer dans leur ville d'origine et j'ai trouvé ça très dur. J'ai aussi aidé une petite fille de 9 ans d'une famille française qui avait déménagé au Canada, à Vancouver, et les enfants devaient apprendre l'anglais. Et la petite fille a très mal vécu ce déménagement. Les premiers mois ont été très difficiles, laisser ses copines derrière en France avec 9 heures de décalage horaire, impossibilité de les voir régulièrement. Il faut pas négliger l'impact que peut avoir un déménagement sur les enfants. 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est là où on commence à avoir des amitiés très fortes. Et donc, mettre un terme à ces amitiés ou les mettre en pause pour déménager très loin, ça peut être difficile. On dit que les enfants s'adaptent, qu'ils apprennent les langues très vite. C'est vrai, mais ça prend quand même un peu de temps et surtout si le déménagement est mal vécu, la langue peut devenir un blocage. Et ça peut prendre plusieurs mois, 1 an, avant de vraiment se débloquer. Donc, il faut pas négliger l'impact psychologique sur les enfants et penser à leur offrir un accompagnement pour qu'ils vivent au mieux cette transition, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il faut qu'ils trouvent leur marque et pas partir du principe que ils vont s'adapter, ça va bien se passer. Et puis, ça peut être difficile aussi pour le conjoint ou la conjointe qui n'aura pas forcément un travail en fonction de la langue. Si votre partenaire ne parle pas la langue du pays, ça peut être très difficile de se retrouver de côté et d'un coup de devoir arrêter la vie professionnelle. Donc, c'est pas impossible et c'est possible d'avoir des très belles expériences en famille, mais c'est sûr que ça pose des challenges et des points sur lesquels il faut communiquer et travailler. Je vais terminer là pour cette semaine, pour cette partie consacrée aux choses auxquelles il faut penser quand on veut s'expatrier ou quand on veut passer plusieurs mois et travailler dans un pays étranger. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler plus spécifiquement du programme JET et de son processus de sélection. Ciao, ciao! Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.